Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent de l'extérieur, qui peuvent venir dès maintenant au Square, puisque cette rencontre va commencer avec vous. Marc-Alexandro Bambé, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de vos livres. Il y a évidemment « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé ». Et puis, il y a, on va l'évoquer, Les Lumières d'Oujda et d'autres livres, parce que vous nous faites naviguer dans la poésie, dans différents types littéraires. Avec « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », on est, c'est vrai, mais pas que dans un univers de jazz. En tout cas, le point de départ, c'est ce musicien que l'on va suivre et qui va nous emporter assez loin, et pas seulement musicalement, géographiquement et aussi dans ses états intérieurs. Alors, permettez ce mot d'introduction peut-être un peu facile. C'est vrai que vous avez fait une école d'attaché de presse qui ouvrait au métier de la communication. Et on a le sentiment, en vous lisant et en vous découvrant, que vous avez été plutôt pressé par les mots et attaché à ce rêve incroyable qui est d'écrire. Donc déjà, bravo. Mais avant d'aller plus loin, peut-être qu'on pourrait rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, cette plume, c'est Maryse Condé, qui est mort il n'y a pas longtemps. Alors pourquoi parler de Maryse Condé, plume guadeloupéenne ? C'est vrai qu'elle a sillonné l'Afrique comme vous aussi, elle a beaucoup voyagé, mais surtout, vous avez eu un privilège rare, vous avez pu discuter avec elle, et vous rapportez qu'elle avait eu ces mots, elle vous avait dit « Tu ne seras jamais en exil, tu portes ton pays en toi, il est dans ton regard, dans tes mots, dans ton souffle. » Et d'après ce qu'on comprend, ce qu'elle vous a dit, ça a changé votre vision de l'exil. Qu'est-ce que ça a, j'allais dire, bouleversé en vous? Je ne sais pas si le mot est bien trouvé. Qu'est-ce que vous gardez de cette rencontre, de cette discussion, puisque vous aviez été, bien sûr, lauréat, j'ai oublié de le dire, pardon, d'un prix qui portait notamment son nom, aussi pour vos travaux poétiques, si j'ose dire. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là. Alors, Maryse Condé, c'est le souvenir de Maryse, c'est un émerveillement, en fait, d'avoir eu le privilège d'échanger avec elle, de partager avec elle, et c'était il y a de nombreuses années. Je venais de commencer à publier mes textes sous cette forme-là, puisque je les publie oralement depuis l'âge de 16 ans. J'avais un groupe de rap à Douala, au Cameroun, où je suis né. Et chaque scène était l'occasion d'une publication orale des textes que j'écrivais avec d'autres. Et je venais de commencer à publier sous la forme livre mes textes, et je venais de recevoir le prix Maryse Condé de poésie et le prix Paul Verlaine de l'Académie française. Et Maryse Condé était venue me féliciter et on avait échangé et je lui disais que j'étais un exilé. On parlait d'exil et elle m'avait dit « Mais non, tu ne seras jamais un exilé ». Et j'oublierai jamais cette conversation, je n'oublierai jamais sa voix tremblante et je n'oublierai jamais les mots qu'elle a prononcés. Est-ce que ça a bougé en moi ? En fait, l'exil n'était plus quelque chose que je pouvais subir, c'était plutôt quelque chose qui mettait en mouvement, qui mettait en alerte, qui mettait en éveil, qui mettait en rêve et en révolution tout ce que je portais, en fait. Et quelques matins plus loin, il y a Mahmoud Darwish qui dit « L'homme libre est celui qui choisit son exil ». Et je dis, voilà, Mahmoud Darwish vient de compléter la définition de l'exil de Maryse Condé. Et ça me va bien d'être un exilé dans ce sens-là. On citait à l'instant Maryse Condé, et elle avait parlé, elle disait « Dans ton souffle ». Le souffle pour être celui de votre héros dans « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », qui est trompettiste. Et votre héros, pour ceux qui découvriront le livre, eh bien évidemment, il est passionné par le jazz. Et dans Les Lumières d'Oujda, un autre de vos livres, il y a un autre héros qui, lui, se fixe un objectif, en tout cas au début, c'est de passer la frontière et puis de rester en Occident plus longtemps qu'il ne le pense. Donc on a deux personnages, le héros du jazz, si j'ose dire, l'autre qui rêve de passer la frontière, et on a peut-être le sentiment, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux, que vous êtes intéressé par les quêtes, parce qu'en vous lisant, Marc-Alexandre, on a l'impression que votre héros, ce trompettiste, pour lui, le jazz, c'est une quête de la note bleue. Est-ce que ça va un peu aussi d'ailleurs avec l'exil, d'une certaine manière, le quête d'un ailleurs qu'on a perdu. Ce sujet de quête, c'est quelque chose qui vous inspire, une aspiration à quelque chose peut-être d'extraordinaire? Oui, mais je ne crois qu'en ça, en fait. Je pense que la vie, c'est un chemin qu'on arpente, qu'on traverse, qu'on
et des désastres qu'on escalade aussi. Mais si on escalade des désastres, c'est bien parce qu'on a un point de mire, un point de rêve. Sinon, il n'y a pas à escalader les désastres. On reste au pied de la montagne. Moi, je crois vraiment que la vie, c'est un chemin et que sur cette route, sur nos routes ou sur notre route, c'est selon, il y a toujours un point de rêve quelque part. Alors, parfois, on le laisse de côté, mais parfois, on le voit bien et on avance vers ce rêve. Contre vents et marées, on avance vers ce rêve. Et la quête, donc, est fondamentale. Elle permet de battre des ailes, elle permet de donner un sens ou de trouver le sens aussi. Le sens d'une démarche artistique. J'en profite aussi puisqu'on est ensemble. Si vous avez lu les livres de Marc Alexandre ou si vous allez les lire, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, parce que c'est l'occasion ou jamais d'avoir cette dimension plurielle. Et on ne parle pas toujours de poésie. Dans La vie poème, un autre de vos livres, vous racontez un moment votre parcours et vous avez cette jolie expression, vous dites, vous parlez évidemment de Douala au Cameroun, là-bas, pas si loin d'ici, où j'ai poussé mon premier écrit. On admirera le jeu de mots poétique. Justement, peut-être que c'est intéressant de le redire ici, qu'est-ce qui vous a poussé à pousser ce premier écrit? Parce que, encore une fois, vos livres, ils ne sont pas résumables, et c'est tant mieux, il y a différents types littéraires, il y a des poésies, il y a des lettres, il y a un récit, et chacun... Voilà, on peut les lire même parfois juste pour reprendre un peu de dose de poésie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à pousser ce premier écrit? L'amour. L'amour d'une mère, d'abord, puisque je suis un poète par amour. Moi, j'ai basculé en poésie définitivement quand j'ai écrit à 7 ans un poème pour la fête des mères. Et les larmes de ma mère m'ont fait réaliser, les larmes d'émotion de ma mère m'ont fait réaliser le pouvoir des mots. Donc cette maman qui figure parmi les personnes à qui est dédicacé le livre, professeur d'espérance Jeannette. C'est ça, exactement. Et c'est intéressant de dire ce qu'elle dit parce qu'on est dans un monde où tout semble, perdu. Elle disait en substance, ce que vous racontez très bien, elle vous disait en substance, ok, tout a été fait, tout a été écrit, tout a été dit. Et c'est parce que tout a été fait, tout a été écrit, tout a été dit que tout est à faire, c'est ça? Absolument, et c'est ça, c'est exactement. Et elle était enseignante de lettres, de français, de philo à Douala au Cameroun, et elle animait un cercle de poésie à la maison. Donc moi, j'ai toujours entendu les poèmes chantés dans le salon par des collègues de ma mère, par des amis de mes parents, et qui lisaient Sénèque, qui disaient Éluard, qui disaient Char, qui disaient Césaire, et tout ça à la maison, en fait, c'était pas des comédiens de métier, ni des comédiennes de métier, c'était des amoureuses et des amoureux de poésie. Et donc, mon oreille, qui traînait souvent dans le salon, était bercée par cette musique, par ces musiques de mots. Et j'ai commencé à écrire parce que je sentais en tout cas que ces musiques de mots résonnait profondément en moi et me donnant envie d'inscrire mes pas modestement dans les pas de celles et ceux que j'allais considérer comme mes guides à penser, comme mes professeurs d'espérance, les poètes et les poétesses. Et donc oui, je dois beaucoup à cette merveilleuse et c'est pour elle que j'ai commencé à écrire. C'est pour elle que j'ai poussé ce premier écrit de poésie. Et ensuite, bien sûr, la vie m'a donné 1001 raisons autres que cette première fondamentale d'écrire pour étincelle, oui. Voilà. Et dans ce qui est votre œuvre, ou en tout cas quand vous racontez, vous dites tout le temps effectivement qu'il n'y a pas de distance entre vous et la poésie. La poésie elle est toujours là en fait, c'est votre rapport au monde. Pourquoi poser cette question? Parce qu'on pourrait se demander aussi si vous arrivez ou pas à avoir une distance avec vos personnages. Et dans le « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », il y a un moment où vous parlez donc de ce musicien avec une formule assez amusante puisqu'il évolue au sein du KGB. Donc, alors, il aurait pu être au sein de la CIA, le KGB. Je ne sais pas si on leur donne les 3 initiales, mais voilà, on va rien dire. Oui, non, on va leur donner quand même parce qu'on va éviter au festival d'avoir des problèmes. Donc le KGB, c'est le Kilimanjaro Groove Band. Voilà. Donc, ouais. Et bien alors, puisqu'on va jusqu'au bout, Kilimanjaro Groove Band, mais alors en plus vous avez eu un privilège extraordinaire, et on va y revenir dans un instant, dans vos livres il y a souvent la réalité et la fiction qui se côtoient. Quand on dit réalité,
C'est-à-dire que c'est des personnages qui existent vraiment. Il y en a quelques-uns. Oui. Il y en a quelques-uns. Et vous avez eu, alors je sais plus qu'un privilège, ce KGB, il a vu le jour. C'est-à-dire que vous avez pu jouer sur scène avec le KGB à Aix-en-Provence, hein, c'est ça. Vous étiez évidemment sur scène avec les autres musiciens, mais ça doit être extraordinaire. Donc on imagine un groupe de jazz, au départ sur le papier, derrière l'écran de l'ordinateur, et il prend encore, ça doit faire un effet extraordinaire. Oui, c'est absolument grisant. Alors on a créé le KGB en décembre à Aix en résidence et on a commencé la tournée du KGB cette semaine. Enfin, je reviens du Burundi. La première date c'était à Bujumbura pour un festival et ce qui est merveilleux symboliquement parce que ça on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le prédire. Mais la première date avec le KGB était à Bujumbura et Bujumbura est la ville de naissance d'un des personnages du roman. Donc il y avait quelque chose qui était complètement bouleversant d'être là avec ce groupe, à arpenter les rues et les ruelles de Bujumbura et à imaginer que j'allais croiser Maïcha, la femme du narrateur du roman, son amour ultime, dans cette ville où elle est née, où elle a grandi, elle qui est des Grands Lacs, où le prénom Maïcha signifie vie. Et c'était merveilleux de donner vie au KGB à cet endroit-là. Donc voilà, il y a la vie est littérature, la littérature est vivante, vibrante, et ça fait un bien fou. Voilà, il y a des confluences extraordinaires, on peut dire, que vous avez vécues. Et justement, si on revient à ce musicien, à ce trompettiste, vous écrivez, en le faisant parler, la vie qui ne tient qu'à un fil apprend, quand on sait l'écouter, à démentir les mythes, à sortir de l'impératif du paraître, à être, non pas dans le vrai qui n'existe pas, mais dans le juste. Je suis devenu musicien parce que je bouillonnais d'interrogations intérieures, de mélodies et de notes comme des présences qui me suivraient où que j'aille et quoi que je fasse. Je suis devenu musicien, je pense aussi pour essayer de composer avec le chaos en moi et la paix que je ressentais dès que je jouais. Est-ce que c'est un peu Marc Alexandre qui parle à travers ses lettres, ses proses? Oui, c'est un peu beaucoup passionnément moi qui parle aussi, bien sûr, que le jazz, la musique, la poésie sont des lieux de paix, des lieux de silence, des lieux de récréation, mais aussi de recréation, de renaissance et de résistance aussi. Et je pense que je suis devenu poète pour les mêmes raisons que Jaromil est devenu musicien. Et on parlait de musique de résistance. Il y a un personnage évidemment central dans votre livre, c'est on va dire le leader du KGB, qui s'appelle Al Nyerere. Nyerere, oui. Est-ce que ce Al, c'est Julius en vérité? Parce que Julius, c'est qui? Alors racontez-nous, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous allez rentrer dans ce livre sur le jazz, vous allez découvrir des gens. Et si vous êtes un peu curieux, vous creusez un peu, vous allez découvrir d'autres univers. Hein. C'est comme si on rentrait, non pas dans un labyrinthe, mais plutôt dans un chemin, et vous avez plein de portes qui s'ouvrent. Donc, une fois que le récit, vous avez fini de le lire, vous pourrez voyager. Alors, est-ce que c'est Julius? Et si oui... Oui, c'est un peu... en tout cas, c'est une figure... Julius qui a donc vraiment existé. Oui, Julius Nyerere, qui est le père de l'indépendance, et Al Nyerere, donc le leader du KGB. Le fait qu'il porte le même nom, oui, il y a une symbolique derrière. Il y a quelque chose qui dit la même chose, on reparle de quête, qui dit la quête de dignité, la quête de liberté, la quête d'indépendance, et qui dit aussi la lutte pour arriver à toucher cette indépendance, cette liberté et cette dignité du doigt. Et ce n'est pas un hasard, oui, si Al porte le même nom que Julius, qui est le père de l'indépendance, en fait, du pays dont vient Al Nyerere, la Tanzanie. Voilà, un mélomane, et donc on peut écouter aussi d'ailleurs de la musique signée Julius, enfin en tout cas avec tous ces musiciens. Il y a un autre élément intéressant aussi dans votre œuvre, en tout cas, alors évidemment on n'évoque pas toutes les facettes du livre, et les questions qui sont posées sont complètement subjectives, donc peut-être qu'il y a des choses qui auraient été évidentes pour d'autres et moins pour d'autres encore. Dans vos livres, en tout cas dans Les Lumières d'Oujda et dans Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, on l'a dit, il y a Al, qui est une sorte de personnage qui va apporter plus que beaucoup à votre musicien, qui va lui faire prendre conscience de certaines choses, lui faire goûter finalement au plaisir d'être, comme vous l'avez dit. Et dans Les Lumières d'Oujda, on est dans un autre univers, puisqu'on l'a dit, le héros
rêve d'un exil volontaire, entre guillemets, en Occident, en l'occurrence à Rome. Bon, ça ne se passe pas forcément comme il veut. Et il y a un être qui va jouer un rôle important, qui va l'aider à retrouver sa fierté, puisque cet exil romain n'a pas réussi comme il le voulait. C'est la grand-mère, c'est Sita, pour laquelle, évidemment, il y a des textes, voilà, et vous citez un moment dans votre livre ce personnage, Ibra, qui lit quelques vers de poète pour Sita, pour cette grand-mère à qui, finalement, ce monsieur qui rêvait d'aller ailleurs peut rendre hommage, puisque grâce à elle, il a compris qu'il y a eu cet accident de vie, mais que c'est pas grave. On peut se planter sur son exil et ne pas être raté pour autant. Et notamment, on peut lire « Plus fort que la mort, l'amour, éloquence du silence et du vide, évidence, battement d'ailes en mémoire d'elle. Mon cœur danse, mon cœur danse, mon cœur danse. » Et ça nous amène à poser une petite question, peut-être qui donne un peu de lumière dans une période de trouble. C'est que, est-ce que vous croyez à des personnages résilience? Parce qu'on a l'impression que la grand-mère, ça va être la résilience de votre héros des Lumières d'Oujda quand il n'arrive pas à passer la frontière. Finalement, il arrive à passer la frontière, mais pas à rester là-bas aussi longtemps qu'il voudrait, en l'occurrence à Rome. Et on a l'occurrence que votre autre personnage dans « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », il a toujours... très tôt, il a su qu'il voulait faire du jazz, mais il rencontre Al et ça va complètement lui donner un nouveau pouvoir. Vous êtes attaché à ces personnages résilients, c'est peut-être aussi des professeurs d'espérance qui vous donnent une énergie. Vous savez, c'est des gens, vous les rencontrez, ça y est, votre vie prend un autre sens. Oui, je crois profondément à ça, mais je pense que dans la vie, on a parfois la chance de rencontrer des gens qui sont des tuteurs d'espérance, qui sont des professeurs d'espérance, qui sont des femmes-vie ou des hommes-vie. Qui par parfois par une simple parole ou par un simple regard nous élèvent et nous relèvent aussi quand nous plions, quand nous tombons. Et parfois on a cette chance-là, j'y crois profondément. J'ai eu personnellement ces chances-là de rencontres et donc dans mes livres, elles traversent souvent les histoires que j'écris. Ces présences absolument fondamentales. Et présence fondamentale, on l'a dit, des personnages qui éclairent votre quotidien. Et vous l'aviez dit aussi, puisque on l'a dit, vous n'êtes pas que Marc Alexandre, vous êtes aussi Capitaine Alexandre. Hein. On va voir, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Capitaine Alexandre, qui est Capitaine Alexandre. Et vous l'aviez dit en étant donc plutôt Capitaine Alexandre dans une espèce d'opéra slam baroque, je ne sais pas si les mots sont justes. Et vous aviez dit en fait que vous aviez appris à écrire dans le noir, dans l'obscurité, qu'écrire, c'était être un être de lumière. Enfin, en tout cas, apporter de la lumière au monde, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous éclairez le monde d'autre chose. Oui, je pense que l'écriture et là je ne parle pas de la mienne particulièrement, mais je pense que l'écriture a cette puissance-là, parfois, dans les mots de certaines et de certains. Par exemple, Capitaine Alexandre, c'est mon nom de scène et c'est un hommage à René Char, qui c'était son nom de guerre pendant la Résistance. Je suis arrivé à la poésie par ma mère, par ma famille, par la bibliothèque Acajou dans le salon, à Douala, à Bonapriso, où trônaient un certain nombre de livres. Et c'est dans cette maison que j'ai découvert que parfois, on ne choisissait pas les livres, ce sont les livres qui nous choisissaient, parce que ces livres avaient quelque chose à nous dire de nous, que nous ignorions encore. Et René Char et Césaire font partie de ces auteurs dont les livres m'ont choisi pour me dire quelque chose que j'ignorais encore. Et dans la nuit du monde, puisque je considère que parfois nous sommes dans la nuit du monde, mais je crois aussi au jour du monde. Et souvent les poètes et les poétesses nous offrent le jour du monde. Leur écriture vient comme ça éclairer les ténèbres ou les dissiper, comme le chant d'une grand-mère, comme le chant de Sita, comme l'amour d'un enfant, comme le sourire d'un être aimé. Tout ça, ça aide à dissiper les ténèbres ou à éclaircir un petit peu le monde qui s'enfonce dans sa nuit. Et c'est de la poésie, tout ça aussi. C'est de la poésie avec laquelle on vit. Et justement, quand vous abordez la poésie, il y a des moments poétiques, on l'a dit dans vos livres, il y a une chose qui peut être intéressante à remarquer visuellement. Alors, vous le verrez si vous ne l'avez pas encore lu.
selon les moments où vous ouvrez le livre, vous verrez, les lignes des poèmes ne sont pas toujours aménagées pareillement. Et je me suis demandé, peut-être que la question est vicieuse, mais après tout, on sait que dans certains écrits sacrés, le fait que l'on laisse de l'espace autour des lettres n'est pas dû au hasard, que c'est même source d'interprétation. Est-ce que quand vous écrivez des poèmes, le vide, l'espace laissé entre les lignes, c'est quelque chose qui participe aussi du poème, c'est-à-dire une espèce d'aménagement des mots? Oui. Il y a quelque chose. Pour moi, les mots sont musique. Je considère que la poésie, c'est une musique de mots. Quand je fais de la musique, parce que j'en fais aussi, quand je suis sur scène avec des musiciens, le silence fait partie de la musique. Et dans les livres, ces espaces vides font partie aussi font partie aussi. On fait la démonstration en direct. De l'écriture, font partie aussi du texte. Laisser respirer les mots à certains moments, c'est comme laisser respirer les notes quand on est trompettiste ou guitariste ou pianiste. À un moment donné, le silence entre dans la musique et parce que le silence est musique aussi. Peut-être même que le silence est la plus belle des musiques, comme disait Miles Davis. Et ce vide-là, c'est aussi ce silence, en fait, finalement. C'est ce vide, cet espace qui permet d'accueillir ce que l'on vient de lire et de le laisser circuler en soi avant de passer au mot d'après, à la page d'après, à la phrase d'après. Oui, laisser respirer les mots, et c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a lu un texte, s'il nous marque, on a le droit, en tant que lecteur, de garder le silence, de rester comme ça, presque posé dans une forme d'inactivité, mais qui n'est qu'apparente, en fait. C'est un peu ça l'idée. Oui, en tout cas, c'est une invitation à entrer dans la page et à laisser la page entrer en soi. Et l'invitation est adressée, et certains l'acceptent, et d'autres lisent de manière plus frénétique. Mais ça appartient à chacune et à chacun. Mais l'invitation est adressée de manière claire. Et vous êtes musique, puisqu'il y a quand même une croche, une note de musique, bravo, puisque ça prouve que vous nous transportez en musique. On parle de toutes ces œuvres et de ce cheminement. Et on le disait à l'instant, donc Marc Alexandre signe les livres, Capitaine Alexandre est sur scène. Mais est-ce que Capitaine Alexandre aussi, et il est sur scène notamment pour du slam, mais c'est pas seulement du slam, c'est aussi parfois du fait de donner à entendre des textes, même s'il n'y a pas de musique. Voilà. Après, alors c'est l'avantage des réseaux sociaux et tout, on trouve pas mal de démos, si j'ose dire, de prestations, donc les gens pourront aussi vous écouter, parce que c'est important. Mais est-ce à dire que Marc Alexandre et Capitaine Alexandre ont tous les deux écrit ce livre, ou est-ce que Capitaine Alexandre, qui est peut-être plus dans quelque chose d'un rapport direct à la scène, il n'y a pas le filtre, les filtres qui peuvent exister dans un livre, puisqu'on le relit, on enlève des mots, on corrige. Est-ce que ces deux dimensions de vous qui sont qui cohabitent, mais qui ne sont pas forcément là? C'est bien Marc Alexandre qui a écrit le livre, et Capitaine Alexandre, il était un petit peu, pas en sommeil, mais en repos, on va dire. Alors, je pense que les deux sont souvent marchent ensemble, on va dire ça comme ça, et particulièrement dans ce livre, parce que je pense que j'emprunte beaucoup au capitaine aussi, je vais le dire comme ça, parce que je parle de scène, je parle d'un musicien, je parle de quelqu'un qui est souvent parti, qui est sur la route, sur les routes. Donc c'était amusant aussi de regarder ma vie artistique avec un peu de distance et de pouvoir raconter ce que c'est que d'aller sur la route avec un groupe de musique, ce que c'est que de connaître cette excitation-là, d'offrir sa musique. Et donc oui, non, là je pense que ce livre est peut-être celui dans lequel mon pseudo et moi ne faisons qu'un. Ah, donc ce livre, c'est un peu un livre de la rencontre, en quelque sorte. Oui, c'est un livre de la rencontre, un livre aussi de la distance, un livre des retrouvailles, c'est un livre qui dit beaucoup de ce que c'est que la vie sur scène et de ce que c'est que ma vie sur scène, tout en étant dans une histoire complètement inventée. Mais cette excitation de la scène, je la connais bien. Et quand j'en parle, j'en parle avec mes souvenirs à moi aussi. Et ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est un autre aspect du livre, peut-être qu'on ne le mesure pas toujours, c'est le fait qu'on peut être musicien de jazz, jouer dans les plus grands endroits du monde, faire plusieurs fois le tour de la planète, et en même temps, avoir une fille, être confronté à des questions quotidiennes. C'est-à-dire que ce passage de « je suis
le Miles d'un moment sur scène, et puis après, je suis le papa avec toutes les questions, la petite fille qui veut encore passer du temps avec moi, mais je sais, moi, qu'elle a école demain, donc il ne faut pas se coucher trop tard. C'est aussi difficile, ou en tout cas, c'est un exercice particulier d'avoir ces dimensions. C'est-à-dire qu'à un moment, on est devant le public qui va vous applaudir, et après, vous redescendez sur Terre, en quelque sorte. Il y a ça aussi dans le livre. Oui, je raconte ce que c'est que la vie de musicien, et le musicien en question n'est pas seulement musicien, il est papa, il est mari, et quand il sort de scène, il a un coup de fil de sa femme qui lui parle de factures à payer, qui lui dit « je t'envoie plein d'amour » et qui lui rappelle qu'il y a quelque chose de plus important que la scène. Il y a son enfant fait. Qui est toujours là. Il a les questions d'Indira, comme tous les papas du monde ou comme toutes les mamans du monde. C'est d'abord quelqu'un qui est responsable d'une enfant, et à côté de ça, il y a la scène avec ce qu'elle peut offrir d'absolu. Et donc oui, je parle de ça parce que c'était important pour moi, vu que j'avais écrit un livre qui est aussi un livre sur la paternité, de rappeler en fait que ce musicien était aussi et peut-être d'abord père. Et même en tant que musicien, je pense qu'il est père, puisqu'il transmet quelque chose à sa fille de cette musique, justement, le jazz. Et dans ce livre aussi, on parle de la poésie, des mots, et on pourrait croire que c'est, entre guillemets, seulement artistique, mais c'est aussi une façon et vous l'avez dit d'ailleurs, de résister, puisque vous nous racontez cette scène, en tout cas votre personnage nous raconte cette scène, et il dit... Je me souviens de ce bar-restaurant du sud de la France vers Juan. Nous étions descendus du bus de tournée pour boire un verre et dîner rapidement. Nous venions à peine de nous asseoir à une table qu'un homme qui se tenait près du comptoir nous avait vomi sa haine au visage. Les nègres sont de sortie. Aucune réaction. Il se trouve que ce malotru va répéter, c'est ce genre de propos qu'on aimerait ne pas entendre. Et ce qui est assez fort, et ça montre la force des mots, c'est que le leader du groupe, donc Al, dont on a parlé, on aurait pu s'attendre à ce qu'il... D'ailleurs, c'est un peu l'idée qu'a votre personnage, lui fout un coup de poing dans la figure. Enfin, je ne sais pas comment on le dit politiquement, mais en tout cas, le renvoie dans ses pénates. Et Al renverse la situation, il prend l'auditoire à témoin, auditoire médusé, vous écrivez... Y a-t-il des racistes professionnels dans la salle? Je veux dire, des vrais, capables de nous empêcher de bosser, de nous loger, d'avoir une belle vie, ou tout au moins de passer une bonne soirée. Vous voyez, des racistes professionnels, quoi, avec du pouvoir, un peu de pouvoir quand même. Ça, c'est des choses qu'on a vécues, ou c'est une manière aussi de ce que vous avez vécu, c'est une manière de montrer aussi que, ces mots et ces poèmes, c'est une arme au quotidien, mais qui permet de se protéger, et puis qui permet d'aller au-delà. Oui, c'est des choses vécues, et heureusement, justement, il y a toujours eu les mots. Et puis ce proverbe Peul qui dit « quand on te parle avec des flammes, réponds avec de l'eau ». Et ça, c'est très beau, ça. Quand on te parle avec des flammes... Quand on te parle avec des flammes, réponds avec de l'eau. Vous avez appris une belle leçon, là. Vous n'êtes pas venu pour rien. C'est un proverbe Peul ancien. Et donc, voilà, Al applique ce proverbe-là. Il a insulté, plutôt que de répondre par l'invective et comme le narrateur aurait eu envie de répondre avec sa fougue, avec sa jeunesse, avec sa révolte, Al, qui est plus âgé, qui est quelqu'un comme ça de très posé, va répondre avec de l'eau et éteindre les flammes, en fait. Et la poésie, c'est aussi ça. Ça peut être ça aussi. On peut crier, on peut hurler sa révolte, mais on peut la chanter aussi. Et c'est vrai que c'est une manière aussi de se reconstruire, c'est-à-dire qu'on peut, comme vous le mentionnez, crier sa révolte, c'est une manière de se reconstruire parce que vous aviez raconté, et ça me revient, on dirait « by the way », comme diraient les Anglais, que lors d'un festival, sauf erreur de ma part, vous étiez là, comme à Laval, mais vous avez rencontré un jeune migrant qui voulait devenir écrivain. Et en fait, c'est Ibra, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les Lumières d'Oujda. C'est le garçon qui a inspiré cette histoire. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que on se dit en vous lisant, en vous écoutant, que la poésie, ça aide à renverser l'équation. Pourquoi? Parce que, a priori, si on a Ibra, jeune migrant, qui arrive, on va lui demander de nous raconter sa traversée. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé quand vous l'avez rencontré. On a parlé de demain, de l'avenir. Oui, c'est un jeune homme que j'ai rencontré à Arles lors d'un festival comme celui-ci.
Et je le voyais errer, enfin, se balader autour de la librairie. Et je pensais que c'était un étudiant en stage, enfin, comme souvent dans les festivals, un bénévole, un jeune bénévole. Les bénévoles qu'on remercie à Laval, voilà, entre parenthèses. Absolument. Qui font l'accueil lors de festivals, qui conduisent les auteurs ici et là. Et je découvre à un moment de la soirée, dans une discussion avec lui, que finalement, non, il est là avec une association, et le lendemain, ils sont invités à témoigner, à parler de leur parcours, avec une association qui accueille des jeunes réfugiés. Et donc, on commence à discuter, et il me remercie parce que sur la route, il écoutait des slams, des poèmes que j'écrivais, et il me dit, ça m'a donné de la force pendant ma traversée. Et là, on se rend compte de ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mots qu'on envoie, ce qui sont un peu comme des bouteilles à la mer, mais je dirais plutôt même des bouteilles à l'amour, en fait. On les envoie comme ça. On ne sait pas chez qui ces bouteilles vont arriver et ce qu'elles vont provoquer, ce qu'elles vont faire bouger chez d'autres. Et les textes que j'écris depuis 20 ans, enfin, Ibra, il connaissait même par cœur des textes, parce qu'il faut imaginer que ce gamin était parti de chez lui, avait été en Libye, avait été au Maroc, avait été sur l'océan. Et ce qui lui donnait de la force, c'était de la poésie. Et ce qui est quand même incroyable dans ce que vous racontez, parce que des fois, il faut insister, c'est qu'il vient de loin, et vous l'avez dit, et sans égo boursouflé, c'est pas la question, c'est que en écoutant notamment vos mots, ça l'a aidé à traverser. C'est comme ça doit faire enfin, je sais pas quelle émotion on ressent quand on écrit. Et que ça vous arrive, ça doit être c'est une bouffée d'amour, une bouffée d'émerveillement. C'est dire qu'on n'a pas seulement écrit pour des lecteurs installés confortablement, et tant mieux qu'on soit installé confortablement, mais aussi pour des enfants, on peut dire comme ça, qui luttent pour leur survie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une fiction, on est dans une réalité crue et abrupte avec tous les pièges que cela implique. Oui, il y a une émotion qui est... moi, j'ai pleuré pour dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, le livre commence comme ça, dans cette histoire, tout est vrai, j'ai tout inventé. Et c'est vraiment arrivé, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand Ibra m'a raconté son histoire. Et quand je suis entré dans leurs histoires... et que j'ai promis à ce gamin que j'écrirais un jour un texte qui rende hommage à ces enfants du monde qui ne sont pas protégés par les adultes que nous sommes, au nord comme au sud, qui ne sont pas protégés, pas assez protégés. Et donc Ibra, donc on discute, et c'est ce soir-là, il me demande ce que c'est pour moi écrire. Et je lui réponds, écrire est un métier de lumière. La discussion s'arrête et on va boire un verre avec d'autres et je le regarde, il a l'âge de mon fils. À ce moment-là, je le regarde, je me dis que mon fils a une vie hyper privilégiée, il vit ici, il est français, il peut voyager comme il veut, il peut aller où il veut, s'il veut faire une année d'Erasmus, là, il s'en va les yeux fermés, s'il veut aller... Enfin voilà, il a la liberté que ce gamin en face de moi n'a jamais eue en fait, juste à cause d'une histoire de passeport différent. Et donc tout ça me travaille, des choses que je sais bien entendu, mais là qui sont incarnées dans un visage, dans un sourire, dans un regard. Et le lendemain, donc Ibra arrive pour témoigner avec les autres jeunes de l'association. Les uns racontent leur parcours, comment ils sont arrivés en France et comment ils galèrent avec la préfecture et comment ils galèrent avec... Et lui, il arrive, il avait un de mes livres dans les mains, Le Chant des possibles, un de mes recueils de poèmes. Et il dit, en fait, moi, je ne vais pas vous raconter comment je suis arrivé ici, je vais plutôt vous raconter ce que je vais faire demain. Hier, je parlais avec Alexandre, il m'a dit qu'écrire était un métier de lumière. Et j'ai envie d'avoir un métier de lumière, parce qu'en plus, chez moi, il y a souvent des coupures de courant. Et je pense que ça peut être bien d'avoir un métier de lumière. Donc, la conversation de la veille, il a transformé. Il était déjà dans l'acte d'écrire et de créer. Donc, quand il descend, tout le monde dans la salle était ému aux larmes avec ce gamin de 17 ans qui nous donnait une leçon de vie absolue, de résilience, de résistance, j'ai même envie de dire de rêvistance en fait. Il avançait dans la vie avec un rêve. Ce que beaucoup d'entre nous, parfois, ont tué, ont oublié, ont laissé de côté à cause de la nécessité qui mange les rêves. Lui, il avait ça. Et il avait traversé l'enfer, en fait. Et il avait le rêve encore. Il n'avait pas juste envie d'avoir un CDI, il n'avait pas juste envie... Il n'y a pas de jugement dessus, hein, bien entendu. Mais je voyais ce gamin de 17 ans qui avait traversé l'enfer et qui nous parlait de son rêve. Il ne parlait pas d'avoir une maison, il ne parlait pas d'avoir le confort, il parlait de son rêve.
aléatoire, devenir écrivain. Aléatoire, aléatoire, absolument. Voilà, on parlait de jeter une bouteille à la mer, mais c'est jeter un espoir à l'audience, à l'assistance, aux éditeurs, à ceux qui la récupéreront ou pas. C'est ça. Et il était là et il parlait de ça en plus, c'était un gamin, mais vraiment, vraiment solaire, rayonnant. Et il dit ça. Chez moi, il y a des coupures de courant et un métier de lumière, ça peut être bien. Donc l'humour aussi, la révolte, mais avec le sourire. Et c'était merveilleux. Et tout le monde dans la salle, ému aux larmes. Et à la fin, donc je lui dis, mais tu es déjà écrivain. Tu vois, là, ce que tu as fait de notre échange hier, là, ce matin, c'est déjà un geste de créateur. C'est déjà un geste de démiurge. C'est déjà un geste d'écrivain. Et donc, j'attends ton livre. Et il se met à sourire. Et je lui promets à ce moment-là que j'écrirai, je tenterai aussi d'écrire un livre pour lui rendre hommage et rendre hommage à ses sœurs et à ses frères d'infortune. Pour leur dire que je ne peux pas ouvrir les frontières, mais je peux tenir à leur côté, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai écrit Les Lumières. Enfin, c'est comme ça que j'ai écrit Les Lumières d'Oujda. Alors, il y a Les Lumières d'Oujda où ces thèmes sont abordés. Et dans Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, il y a ce thème que vous venez d'évoquer, ce mot que vous venez d'employer, c'est la transmission. Puisque le personnage a cette fille, Indira, qui se pose beaucoup de questions. Alors, on ne va pas tout donner, évidemment, du livre. On peut dire que votre personnage est aussi fils. Je n'en dirai pas plus, si vous en êtes d'accord, parce qu'après, il y a des découvertes et des chocs qu'on se prend comme ça en tant que lecteur, là, qui nous arrivent, et c'est aussi intéressant de vivre cette expérience. Et donc, il y a cette question de transmission, qu'est-ce qu'il va laisser, sachant qu'effectivement, votre personnage aussi, il a un rêve, c'est faire du jazz, et c'est pas du tout quelque chose d'évident. Vous nous le racontez, ça démarre à Limoges. Vous rendez hommage aussi à un monsieur important, on peut le citer là, c'est Jean-Marie Mas. Vous connaissez peut-être pas Jean-Marie Mas, mais si vous allez sur Internet, il y a Swing FM, c'est ça. Ouais. Et ce monsieur, alors on se dit, il a compté dans votre vie. C'est un monsieur qui a fait en sorte que le jazz débarque en France, et en l'occurrence à Limoges. Il nous a quittés en 2015. Il avait un fonds exceptionnel de disques. Et il avait cette belle phrase, il disait, le vrai jazz, ça swing, un peu comme les mots. Donc on se dit que le swing, le slam, bon, c'est des cheminements qui vous parlent. Oui, absolument. Absolument. Il y a... et en plus là on célèbre on commémore Nougaro un peu partout, mais cette affaire de son et de sens ensemble, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Le son peut faire sens et le sens peut être son, et donc le swing ou le groove, on l'appelle comme on veut, le rythme, le tempo peut emmener aussi à la vérité, ou à une vérité en tout cas. Et alors justement, tempo, sens, vérité, vous nous offrez une belle transition, puisqu'on parlait donc de ce narrateur, de Indira, sa fille, et peut-être, et le public sera sans doute d'accord, que vous pourriez nous offrir quelques lectures des textes adressés à Indira. Alors, je ne sais pas, moi je pensais à cela, mais je ne sais pas si ça va. On laisse à l'auteur la liberté de choisir ce qu'il va lire de lui-même. Hein. On ne s'impose pas. Mais si vous voulez autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça montre aussi... que dans les livres aussi, il y a des non-dits, en fait. Il y a des choses que chacun peut prendre pour soi, positivement parlant. En disant, moi aussi, je me pose des questions sur mes transmissions. Ce que je vais laisser de moi, quelle trace, même si je ne suis pas un musicien de jazz. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont aidé à grandir? Est-ce qu'il y a des barrières que j'ai dû franchir, des petites rébellions? Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Marc-Alexandre? Oui, avec plaisir, si vous êtes d'accord aussi, bien sûr. Oui, alors, l'accord est unanime, voilà. C'est la démocratie de la poésie, vous voyez, on inaugure. Indira, ma fille, je t'écris pour la lumière, je t'écris pour la tendresse. Je t'écris pour la beauté, je t'écris pour te dire, je t'écris pour tout te dire. Je t'écris pour te dire ceci. Je veille sur chacun de tes pas, paroles de père, papa, parapluie, paratonnerre, paravent, parasol, bouclier humain entre toi et ce monde immonde. Indira, ma fille, je t'écris pour te dire, je t'écris pour tout te dire. J'écris pour te dire surtout ceci. Souviens-toi de tout. Souviens-toi de toi, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Indira, ma fille,
je ferme les yeux et je te vois. Je vois aussi ta mère et son allure féline. Elle vient vers moi et me dit « Love me tender and smile ». Elle a toujours eu les mots et les gestes justes pour penser mon âme et m'aider à choisir le seul camp qui vaille toutes les peines du monde, le camp de l'amour. Indira, ma fille. Un jour ou une nuit, je fermerai les yeux et je verrai de la lumière. Je me sentirai partir lentement, lentement ou brutalement. Je partirai, mais rassure-toi, je resterai aussi. Je serai toujours là, avec toi et pour toi. Indira, ma fille, mon cœur, my little princess. Indira, je veille sur chacun de tes pas, paroles de père, papa, parapluie, paratonnerre, paravent, parasol, bouclier humain, entre toi et ce monde immonde. Merci. Ça veut dire aussi qu'on a le droit de lire un livre à haute voix. Même si vous êtes chez vous, vous avez le droit de lire les textes et de trouver sa propre cadence. Ah oui, vous avez le droit, tous les droits de lire à haute voix, de lire les yeux fermés aussi. Pour imaginer ce que les mots laissent comme trace en vous. D'ailleurs, on se dit que justement, est-ce que vous avez des mots fétiches? Parce que quand vous parlez, on se dit qu'il y a peut-être des mots, vous nous montrez qu'en fait les mots peuvent être des remèdes ou des médicaments, la poésie peut être un remède, etc. Il y a des mots fétiches comme ça qui sont des petits écrins de lumière, ou ça change au fur et à mesure du temps, je ne sais pas. Des mots fétiches, oui, je pense que certainement, mais le mot poésie même, juste ce mot-là, poésie, il a ce sacré, chez moi, il a ce sacré, il a cette quintessence aussi, qui pourrait en faire un mot fétiche, un mot talisman. Il y en a quelques-uns. Il y a le mot tendresse aussi, qui ne me quitte jamais et qui est un mot qui fait du bien, juste même quand on le dit, en fait. Et puis il y a les mots inventés. Quand j'étais gamin à Douala, un de mes jeux préférés, c'était d'inventer des mots. Je ne savais pas encore que c'était aussi une affaire poétique à l'époque, mais j'adorais ça, inventer les mots. Et j'en ai inventé quelques-uns, donc j'ai un dictionnaire de mots inventés, avec mes enfants s'amusent toujours à classé par ordre alphabétique en plus. Oui, absolument. Ah oui. Et puis on en invente aussi ensemble, et c'est un jeu de famille maintenant. Mais je l'avais quand j'avais 15 ans, j'ai inventé un mot comme mélancolie, avoir la chair de foule. Enfin, des choses comme ça, c'est des choses qui m'amusaient beaucoup. Et donc, j'ai mon petit dictionnaire de mots inventés et grandi avec les enfants aussi, grandi, parce que les enfants sont les premiers poètes. Quand j'anime des ateliers à l'école primaire ou en collège ou en lycée, surtout à l'école primaire, les mots sortent et c'est merveilleux parce qu'en fait, on n'a pas encore le poids du langage. On s'autorise à. Un enfant il n'y a au pas de CM1, censure. Il n'y a pas de censure. S'il ne connaît pas le mot, il ne va pas se dire « je ne connais pas le mot », il ne va pas réfléchir, il va dire la chose qui lui passe par... Et c'est comme ça que mélancolie est sorti de moi. Quand je cherchais à dire mélancolie, je n'y arrivais pas, et c'est sorti, et c'est resté en fait. C'est resté parce que ça avait une musique, parce que ça avait un sens, parce que ça avait fait sourire ma mère et mon père, et c'est resté, c'est devenu un mot qui existe dans la famille maintenant, la mélancolie. Et il y a quelques mots comme ça qui font partie de ce dictionnaire amoureux. Et donc oui, il y a quelques mots qui sont des mots talismans, des mots fétiches, on les appelle comme on veut, mais ou quelques phrases aussi parfois, des phrases étincelles qui arrivent font du comme bien. ça. Oui, qui arrivent comme ça et que je consigne, que je note dans des carnets que j'ai depuis l'âge l'âge lyrique, comme dirait Kundera. Et ces carnets, je les appelle mes carnets de vertige. Et dans ces carnets de vertige, il y a un certain nombre de phrases étincelles. Et je dois en avoir 1000 depuis, comme on dit à Douala. Et certains de ces mots arrivent dans des textes que je publie sous la forme livre ou que je publie oralement. Et d'autres ne vont nulle part, restent dans ces carnets de vertige, mais me rappellent à moi-même. Et je sais exactement où j'étais quand j'ai noté telle phrase. Oui, au lieu d'avoir des photos, en fait, on a des phrases images. C'est ça. Et je me dis, mais ça, j'ai écrit ça, j'étais en Égypte, cette phrase-là, et là, celle-là, j'étais là. Et c'est amusant aussi de revisiter comme ça son histoire, en fait. Sa vie, son parcours et son chemin, par des phrases qui nous rappellent.
ça qui est merveilleux. Alors, il y a une chose amusante aussi dans votre livre, dans Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Vous parlez d'autres musiciens de jazz, mais vous les citez d'une manière, par exemple, on ne dit pas John Coltrane, on va dire John C. Et pourquoi? C'est quelque chose, je ne sais pas, je pose une question néophyte, c'est quelque chose du jazz. Bizarrement, ça nous donne, en tout cas le sentiment de lecteur, plus d'intimité avec ce John C. qui est John Coltrane, comme si on le connaissait encore mieux que le désigner par son nom et son prénom. C'est quelque chose qui est venu spontanément? Oui, c'est venu spontanément, mais je crois que c'est aussi venu parce que j'avais envie de... C'est toujours de la transmission, que j'avais envie d'offrir une sorte de jeu de piste aux lectrices et aux lecteurs, en fait. Alors, il y a des gens tout de suite, parce que c'est des amoureuses et des amoureux de jazz qui savent que John C., ça ne peut être que Coltrane, mais il y a des gens qui ne savent pas et qui vont aller chercher. Et depuis que le roman est paru en septembre dernier, dans les rencontres littéraires ou les festivals, les salons, les dédicaces, en librairie, j'ai eu des gens qui m'ont dit « mais moi je ne connaissais rien au jazz ». Et grâce à vous, je suivais comme ça dans votre roman qui est Nina S, qui est Billy H. Et j'essayais, je regardais sur Internet et j'ai trouvé... Et c'est merveilleux parce que finalement, il y a quelque chose je vais reprendre ça aussi un mot inventé, une conversation qui s'est tissée avec des gens que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, et qui découvraient aussi cette musique. Et puis, bien sûr, les gens qui la connaissent savent exactement qui est Mahalia, J. Mais quand on ne sait pas, quand on regarde sur Internet, on tape Mahalia, on va avoir Jackson, on va avoir peut-être d'autres noms, et puis finalement, on va se dire, il doit parler de Mahalia Jackson parce que la musique, parce que cette voix, parce que ce soleil noir. Et donc, c'était un jeu aussi. Parce que c'est aussi ça, pour moi, un roman, c'est l'occasion d'ouvrir une conversation avec les autres, en fait. Et de pouvoir ensuite partir en rêve. Alors justement, vous nous offrez une très belle conclusion. Notre conversation va se conclure ici. Merci beaucoup, Marc-Alexandre. Merci à vous. Merci. Et puis, surtout, vous allez être là et vous allez avoir un privilège, c'est de pouvoir avoir une conversation et une dédication, si j'ose dire, avec Marc-Alexandre, puisque les livres sont là. Et puis vous pourrez surtout vous amuser à inventer des mots et on aura un jardin des mots peut-être un jour à Laval. Merveilleux, merci beaucoup. Et souvenez-vous de ne pas mourir sans avoir aimé, bien sûr. Merci beaucoup, merci. Marc-Alexandre.